Bienvenue sur Géopolitis. Après 5 ans de guerre, pourquoi et pour qui se bat-on encore en Irak? 4000 GIs américains ne rentreront pas vivants aux États-Unis, on le sait. Ce que l'on sait moins, c'est que des centaines de milliers d'Irakiens ont trouvé la mort lors de ce conflit. Ce conflit va-t-il durer longtemps encore? Géopolitis décrypte cette guerre qui se voulait pourtant porteuse de démocratie. Il y a donc un pays, l'Irak, avec ses 25 millions d'habitants. Il y a surtout une nation irakienne faite de mosaïques. Les Kurdes au nord, 20% de la population, les chiites au sud et sud-est, majoritaires, 6 Irakiens sur 10 sont chiites. Et puis il y a les sunnites, également 20% de la population. Ces communautés vivent ensemble, s'observent, se scrutent, se jalousent, se combattent, parfois s'entretuent, sous les yeux d'une armée de libération devenue armée d'occupation. Une Amérique auto-mandatée pour importer la démocratie en Irak, fût-ce au prix d'une guerre. 5 ans plus tard, il n'y a toujours pas de vraie démocratie en Irak, mais il y a toujours une vraie guerre. Une guerre civile, il en existe déjà une, contenue mais réelle, meurtrière, entre milices chiites et forces gouvernementales, et entre chiites eux-mêmes. Mais c'est désormais pour éviter un chaos généralisé que les Américains disent vouloir rester. Car en Irak, il n'y a toujours pas de réconciliation nationale. Il n'y a pas encore, de consensus sur la manière de gouverner le pays. La moitié des ministres a claqué la porte. On a tenu des élections, mais on ne voit pas de vie démocratique réelle, durable. Le Parlement a voté 3 lois en 3 ans. On ne peut pas compter, et pas avant longtemps, sur des structures policières et militaires fortes, efficaces, motivées. Il faut toujours former 160 000 soldats et 250 000 policiers. Il n'y a pas encore, de pouvoir central, politique, civil, à même de gouverner seul, sans les Américains, Bagdad et l'ensemble des provinces. Enfin, il n'y a pas le moindre accord sur le partage des ressources, notamment sur les ressources pétrolières. C'est une évidence, la plupart des chiites veulent le départ des Américains, mais par calcul, certains pensent qu'il ne faut pas que les GI se partent maintenant. C'est le cas de cet homme, le jeune religieux radical Moqtada Sadr, 33 ans, le chef de l'armée du Mahdi, une milice forte de 60 000 combattants, des jeunes surtout, qui contestent la légitimité du gouvernement tout en constatant que la situation vire au chaos et qu'un choc frontal avec les GIs est trop dangereux. Ils préfèrent observer une trêve provisoire, fragile, avec les Américains. En tout cas, ils haïssent et combattent l'autre composante chiite du pays, le Conseil suprême islamique, accusé de collaborer avec la puissance occupante pour garder le pouvoir. Aussi incroyable que cela paraisse, ces milices sunnites ont été pour Al-Qaïda, elles sont à présent plutôt contre. Avec la chute de Saddam Hussein, les sunnites minoritaires avaient perdu leur hégémonie politique et les miliciens avaient vite rejoint les rangs d'Al-Qaïda et d'Abu Mossad al-Zarqawi, l'homme qui enlevait et décapitait les otages étrangers. Au bout de 4 ans de guerre, les chefs sunnites se sont rendus compte qu'Al-Qaïda n'offrait pas d'autre option politique que la terreur aveugle, d'où un revirement fragile, temporaire, intéressé des principaux chefs sunnites qui désormais collaborent avec les Américains, quitte à passer pour des traîtres aux yeux d'une population terrorisée. On les appelle les forces du réveil ou les fils de l'Irak, 80 000 combattants qui s'opposent aux extrémistes, tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de collaboration avec l'occupant, ceux qu'on désigne sous le vocable d'insurgés et qui continuent par exemple à commettre les attentats à la voiture piégée. C'est un paradoxe. L'Irak est un pays riche, mais sinistré. La production pétrolière n'est pas encore revenue à son niveau d'avant-guerre, la 3e production mondiale. Les sabotages ont été et sont nombreux. On se bat ici et là pour le contrôle des installations. En 2007, le pétrole a représenté 80% des recettes de l'État, 40 milliards de dollars. Mais la plus grosse partie de ce pactole
a servi et sert encore à financer les diverses insurrections locales. Le reste, c'est l'argent de la corruption. C'est une bombe à retardement. Au-delà du risque de guerre civile se profile la possibilité d'une désintégration du pays avec toutes les conséquences politiques guerrières que cela aurait chez les voisins de l'Irak. C'est la problématique des Kurdes ou celle du rapprochement chiite avec l'Iran. On n'en est pas encore là pour le moment. Les plus pragmatiques s'en tiennent à une donnée plus locale, mais très inquiétante. Après 5 ans de guerre et 500 milliards de dollars dépensés, les forces américaines ne contrôlent toujours pas entièrement les 16 km d'autoroute qui séparent la zone verte de l'aéroport. C'est aussi pour ce petit bout d'autoroute qu'on se bat toujours et encore en Irak. À titre de comparaison, 2 données chiffrées. La guerre en Irak coûte actuellement presque 3 milliards de dollars par semaine. Or, 3 milliards, c'est le budget annuel du Programme alimentaire mondial pour s'occuper de 73 millions de personnes dans le monde. L'invité de Géopolitis, Hasni Abidi, vous êtes le directeur fondateur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Première question, les Américains n'ont pas d'amis. En Irak, ils n'ont que des alliés, et encore, des alliés de circonstance. Est-ce que ça peut tenir ? La situation, elle est très difficile pour les Américains parce qu'ils changent d'amis, ils changent d'alliés en fonction de leurs intérêts, mais de leurs objectifs aussi. Les parties irakiennes ne font plus confiance aux Américains, d'où ce changement d'alliance au sein de la classe politique irakienne, des partis politiques irakiens, mais aussi parce qu'ils sont aperçus avec le temps que les Américains ne sont plus fiables et qu'ils tiennent plus leurs promesses, d'où un petit peu ce jeu entre Américains et Irakiens. Alors, on voit des choses extraordinaires. Des milices sunnites qui maintenant coopèrent avec les Américains, alors qu'il n'y a pas 2 ans, ces gens-là appartenaient à Al-Qaïda et tuaient des Américains. Encore une fois, ça ne peut pas tenir très très longtemps. Les Américains le savent, ça quand même. Absolument. Je pense que ces alliances qui changent, qui sont d'abord provisoires et fragiles, elles sont synonymes d'une situation très, très importante mais complexe. C'est-à-dire que les sunnites, parce qu'aujourd'hui ils sont victimes aussi de Al-Qaïda, se sont rendus compte qu'il vaut mieux faire une alliance, même provisoire, avec les Américains pour se débarrasser de leurs ennemis. Contre nature, ça, bien sûr, c'est un mariage forcé. D'abord avec les Américains parce qu'ils ont besoin de l'argent américain, ils ont besoin des armes données par les Américains et le gouvernement américain pour se débarrasser de Al-Qaïda ou des éléments liés à Al-Qaïda, puisqu'ils tuent maintenant des éléments, par exemple des tribus irakiennes, des gens sunnites. Et ensuite, la deuxième bataille, et c'est là qu'on craint le pire, l'avenir, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les conseils de Sahwa, les conseils de l'éveil, ils vont se retourner, cette fois-ci, contre les Américains. Bon, alors, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Par exemple, en ce qui concerne les chiites. Les chiites, on a dit, ils sont plutôt pro-américains. Puis on a vu que c'est plus du tout le cas. En gros, sur qui peuvent compter les Américains? Qui doivent-ils aider pour qu'on sorte de cette situation en Irak? Ça, c'est le calcul fou, et j'allais dire presque typiquement américain, et même britannique d'ailleurs. Churchill disait toujours des Américains que les Américains finissent toujours par trouver la meilleure solution, mais après avoir épuisé toutes les autres. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre du temps. Et en effet, les chiites ne donnent pas leur bénédiction aux Américains sans condition. Dans la mesure où les chiites eux-mêmes sont partagés, ils pensent d'abord à la référence religieuse Ayatollah Sistani, et le camp chiite est divisé en fonction des alliances des Américains, surtout la nouvelle alliance, avec les sunnites de ce changement un petit peu de dernière minute. Alors, tout le monde veut le pouvoir, les sunnites parce qu'ils l'avaient, et les chiites parce qu'ils sont majoritaires. Comment va-t-on se sortir de cette impasse? Oui ou non, est-ce qu'il y aura un jour partage du pouvoir, ou au moins accord sur un tel partage? Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les armes, la violence, qui est le lot quotidien des Irakiens, est devenu le seul outil pour arriver, en tout cas, à une promotion politique et sociale et surtout économique. Je vous rappelle juste que depuis 5 ans, 250 milliards de dollars sont les pertes du gouvernement irakien, de l'Irak, corruption et mauvaise gestion administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se bat parfois pour l'argent, on se bat pour des alliances, mais l'essentiel, c'est-à-dire arriver à cesser les hostilités, c'est un élément important qui est conditionné par 2 éléments importants. Que les Irakiens eux-mêmes arrivent à s'entendre à une feuille de route. Alors, quel est le programme? Réconciliation, ça, on peut l'espérer, mais ça n'est pas le cas actuellement. Absolument. C'est-à-dire réconciliation
accepter de s'entendre. Si aujourd'hui vous avez le taux le plus haut d'absentéisme dans les parlements au monde, c'est le parlement irakien, où les députés ne se rencontrent même pas pour parler de l'avenir irakien. Il y a des lois qui attendent encore. Par exemple, la loi la plus importante sur le pétrole. Donc il est difficile d'envisager une réconciliation nationale aujourd'hui avec les conditions sécuritaires et aussi politiques sans une véritable volonté politique et sans les Américains. Et je dois dire que parfois les Américains encouragent même un petit peu cette situation d'attentisme. Mais alors, soyons tout à fait honnêtes avec les Américains. Ils ont raison de dire que s'ils s'en vont, c'est le chaos total et généralisé. Ah oui, c'est une situation, c'est vrai, un petit peu partir ou ne pas partir. Ça, c'est le grand dilemme pour les Américains, mais aussi pour les Irakiens. Mais il y a une autre solution importante, c'est-à-dire préparer à peu près, disons pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, les Irakiens à un départ. Quand vous avez le président irakien qui vous dit « je n'ai même pas le pouvoir de faire bouger une seule brigade militaire », en parlant pas de son ministre de la Défense, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Américains et les Britanniques n'ont pas donné le pouvoir, n'arrivent pas encore à déléguer les choses les plus importantes, c'est-à-dire sécuritaires, aux Irakiens. Bref, ils ne font pas encore confiance à cette armée naissante. Alors, à vous écouter, Hasni Abidi, et je rappelle que vous allez souvent en Irak, en gros, rien ne marche, ni dans la vie démocratique. On a fait des élections, mais au fond, ça ne sert à rien. 5 ans après la guerre en Irak, il faut dire que c'est un cauchemar. C'est une situation intenable pour les Irakiens, mais je dois dire aussi difficile pour les Américains. Vous avez des conséquences humaines terribles. On vous rendez compte que l'Irak n'a jamais été un pays d'immigration. Aujourd'hui, on a plus de 4 millions d'Irakiens qui sont entre la Jordanie et la Syrie, avec des conséquences humaines, culturelles et sociales terrible. Aujourd'hui, l'Union européenne demande à ce qu'on aide ces réfugiés. Les Américains ne peuvent pas faire grand-chose. Les conditions sécuritaires. Aujourd'hui, on a plus de 350 professeurs d'université assassinés. Aucun chef de clinique aujourd'hui est opérationnel en Irak. Les conditions sociales sont terribles, économiques sont terribles. Le quotidien d'un pays riche en pétrole est entre parenthèses. Alors, en un mot, et ce sera le mot de la fin, Hasni Abidi, on se bat encore en Irak. Au fond, on ne sait plus très bien pourquoi. Et on ne sait plus très bien pour combien de temps. C'est une situation très complexe. Aujourd'hui, les armes sont devenues le lot quotidien des Irakiens, mais sont devenues surtout, et ça c'est très important pour les Irakiens, c'est devenu quelque chose pour peut-être un avenir meilleur, parce qu'on a un ennemi intérieur parfois invisible, mais on a un ennemi aussi important qui sont les Américains, mais Irakiens et Américains ne savent pas quelles sont les clés de sortie. Merci Hasni Abidi. Je rappelle que vous êtes le directeur fondateur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, basé ici à Genève. Merci. Au tout début, on disait volontiers, cette guerre, c'est la guerre des 3 I. I comme guerre en Irak, I comme guerre injustifiée et I comme guerre inutile. À la lumière de ce qui s'est passé depuis 5 ans, on pourrait ajouter I comme interminable ou I comme incompréhensible. Est-ce la guerre en Irak? Est-ce la guerre pour l'Irak ou est-ce la guerre contre l'Irak? Certes, la dictature a été abolie, mais c'est tout de même l'anarchie qui règne au quotidien dans la plus grande partie du pays. Oui, Saddam Hussein a été pendu, mais des centaines de milliers d'Irakiens sont morts. Oui, il y a eu des élections, c'était important, mais il n'y a toujours pas de réconciliation, et c'est cela l'essentiel. Vu de Washington, on était venu en Irak pour apporter un maximum de démocratie et de liberté dans un contexte de paix. À présent, on reste en Irak, mais c'est pour maintenir un minimum de sécurité et de stabilité, et ce, dans un climat de guerre. On est loin, très très loin des objectifs de mars 2003, le danger imminent des armes de destruction massive et l'idée évidente que la greffe de la démocratie allait prendre. Alors, mettons les points sur les i, vouloir importer, vouloir imposer par la force la démocratie en Irak, à l'époque c'était irréaliste, aujourd'hui cela demeure irréalisable. Et sur la page web de Géopolitis, vos questions sur l'Irak, les réponses de notre invité, les moments vidéo les plus forts de cette guerre, filmés par ceux qui la font, vidéo encore, les mensonges les plus éhontés, les affirmations les plus péremptoires du début de cette guerre, enfin les liens les plus pointus et les publications les plus récentes, et tout ce que la Genève internationale peut vous offrir à ce sujet. Vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.